Notre oratrice suivante, c'est le docteur Sophie Creuset, qui est donc directrice de recherche au CNRS, qui travaille à l'Institut de neurosciences Paris-Saclay, et qui va nous parler du développement de tête et cou et des crêtes neurales céphaliques. Un grand merci. Vous avez une demi-heure pour nous expliquer tout ça. Avant de commencer, je voudrais exprimer tous mes remerciements aux responsables de la filière pour leur action fantastique en faveur de ces maladies, de ces malformations. Et puis les remercier aussi de m'avoir invitée. Je suis vraiment très touchée de cette invitation. Alors, je ne suis pas du tout clinicienne, je ne suis pas non plus généticienne, je suis embryologiste et scientifique. Donc j'espère que vous capterez quand même le propos de nos recherches. Notre idée est en fait de décrypter la morphogénèse de la sphère crânio-faciale de façon étendue. Et pour pouvoir appréhender ce problème, on choisit un fil rouge, qui, je vois Madame Merdal, donc c'est vraiment notre fil d'Ariane. C'est justement d'examiner, de suivre les cellules de la crête neurale dans leur implication dans la morphogénèse crânio-faciale. Alors, vous le savez, mais je me permets de le rappeler, la morphogénèse crânio-faciale, l'ensemble de la sphère tête-cou, se développe très très tôt au cours du développement, dès les stades précoces de la neurulation. Et vous avez ici en fait une série de clichés pris sur des embryons humains, à travers lesquels on arrive à voir en fait le repliement de la plaque neurale, à partir duquel les bourgeons neuraux vont former des cellules mésenchymateuses cruciales qui sont les cellules de la crête neurale. Et la morphogénèse concomitante des structures cérébrales et sensorielles. Donc là, vous avez ici le développement humain. Et pour pouvoir appréhender ces mécanismes au niveau moléculaire, nous disposons bien sûr de modèles animaux. Et notre modèle favori au laboratoire est l'embryon d'oiseau, l'embryon de poulet, tout simplement parce qu'il permet de multiplier différentes approches, qu'elles soient moléculaires, qu'elles soient pharmacologiques, et de combiner des pertes ou des gains de fonction. Et je vais revenir sur les possibilités, sur la plasticité de ce modèle dans quelques minutes. Donc là, ici, vous avez de la même manière des embryons au stade de la neurulation primaire puis secondaire, avec la formation du tube neural, et puis ici, vous avez la formation des structures céphaliques qui suivent. Alors la crête neurale, c'est une structure quand même extrêmement complexe. D'une part parce qu'au départ, elle est neuroépithéliale et que dès la fermeture du tube neural, elle va devenir mésenchymateuse. Et vous en avez ici une illustration avec les cellules qui sont soulignées donc en rouge. Donc au départ, elles appartiennent au tube neural. Et à un moment de la fermeture du tube, elles deviennent mésenchymateuses. Et le fait qu'elles deviennent mésenchymateuses font qu'elles vont être difficiles à suivre d'un point de vue expérimental. Et c'est bien toute la beauté et la difficulté du système d'avoir des modèles qui permettent d'appréhender le devenir de ces cellules, leur voie de migration et les gènes qu'elles sont susceptibles d'exprimer. Par ailleurs, vous avez une complexité qui est accrue par le fait qu'elles vont avoir des potentialités de différenciation différentes le long de l'axe antéro-postérieur. Et vous en avez une illustration ici sur la deuxième partie de la diapositive. Vous voyez que la crête neurale qui est soulignée en rouge va générer des dérivés au niveau troncal assez modestes. Ils vont donner des cellules pigmentaires et des cellules de Schwann. C'est des cellules absolument essentielles. Il ne s'agit pas de hiérarchiser leur importance, mais en termes de diversité, il y a assez peu de dérivés qui émanent de la crête neurale troncale. En revanche, au niveau céphalique, c'est vraiment une explosion de dérivés, une richesse phénotypique qui est assez fascinante. Okay. Donc ici, vous avez juste sur notre modèle les étapes qui vont conduire en fait ces cellules qui sont d'abord neuroépithéliales à devenir mésenchymateuses et très très rapidement à essaimer dans tout l'embryon pour donner justement des dérivés variés. Alors, je vous mets juste ici deux petites diapositives qui concernent nos projets actuels. Pardon, les diapositives vont plus vite que moi, et qui concernent en fait, qui visent à élucider en fait ce qu'on appelle le connectome de la crête neurale. Donc ces cellules, elles sont mésenchymateuses, elles sont donc intercalées entre l'épithélium de surface qui va donner la peau, de façon très schématique, et l'épithélium interne qui va donner par exemple le cerveau, ou l'épithélium interne qui va donner l'endoderme, le tube digestif.
Et vous voyez qu'en fait, ces cellules mésenchymateuses, elles sont quasiment partout. Et elles vont surtout envoyer des filopodes à très très longue distance, si bien que la notion même de mésenchyme est un petit peu à remettre en question, puisqu'elles sont capables de contribuer à la morphogénèse des tissus environnants grâce à de très très longues extensions qui vont leur permettre notamment de tempérer, de moduler les signalisations que l'on peut identifier par ailleurs grâce à la génomique. Alors vous avez ici en fait le panel complet des dérivés de la crête neurale, et vous voyez là encore la rupture développementale qui s'opère entre le niveau troncal, où on va retrouver essentiellement des cellules pigmentaires et des cellules de Schwann, et puis au niveau céphalique, les cellules de la crête neurale qui sont capables de donner des cellules squeletogéniques, notamment des chondrocytes, des ostéocytes, et également un abondant tissu myofibroblastique. Les premières étapes, donc vous voyez sur le premier cliché, les migrations des cellules de la crête neurale au moment de la fermeture du tube neural, et très très rapidement, ces cellules vont se déplacer latéralement pour pouvoir gagner la face ventrale de l'embryon. Donc lorsqu'on regarde un embryon, alors que la crête neurale commence à coloniser la partie faciale, et bien lorsqu'on regarde la morphologie d'un embryon à ce stade-là, on n'a absolument aucun repère anatomique. La face est complètement plate. Ce n'est que dans les jours qui vont suivre et sous l'impulsion massive de la prolifération de cellules de la crête neurale que l'on va avoir en fait la morphogénèse des bourgeons faciaux. Alors vous reconnaissez le bourgeon naso-frontal au centre, flanqué par les deux bourgeons nasolatéraux, et puis autrement le premier arbre branchial qui se subdivise en structure maxillaire qui va rejoindre donc la face supérieure et le bourgeon mandibulaire qui va organiser la mâchoire inférieure. Donc, vous avez reconnu, c'est bien sûr pas un embryon humain, mais en fait, on peut exactement extrapoler les mécanismes que l'on observe sur notre modèle, des mécanismes qui s'opèrent au cours de la morphogénèse chez l'humain, et vous avez en fait strictement les mêmes entités morphogénétiques. Et là, juste en guise d'illustration, vous avez ici en fait la fusion entre le bourgeon maxillaire avec le contingent de la face supérieure à travers des petits filopodes qui vont être tendus entre les deux ectodermes de façon à mettre en commun le mésenchyme sous-jacent. Et ce mécanisme-là, en fait, on arrive à le voir également dans notre modèle, et c'est un mécanisme qui est très très proche en fait de la cicatrisation et qui requiert un processus d'apoptose pour pouvoir résorber en fait les tissus ectodermiques de surface de façon à mettre en commun le tissu mésenchymateux sous-jacent. D'accord ? Et lorsqu'il y a trop d'apoptose, eh bien, on se retrouve avec des fentes faciales. Et lorsqu'on a trop peu d'apoptose, on se retrouve également avec des fentes faciales, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mise en commun du tissu mésenchymateux sous-jacent. Et vous en avez juste ici une illustration où, ici, vous avez la morphogénèse normale d'un embryon en haut, et en bas, un embryon chez lequel on a sélectivement inactivé le récepteur FGFR1 dans les cellules de la crête neurale. Donc on ne touche pas l'ectoderme, on touche uniquement les cellules du mésenchyme, et on arrive donc à décrypter le rôle respectif des différents tissus dans ces malformations. Alors je vous le disais, il est absolument impératif, si on veut pouvoir comprendre, décrypter la morphogénèse, d'avoir une bonne visibilité de la dynamique des cellules. Et pour ça, ça requiert d'avoir des systèmes qui permettent de suivre le devenir de ces cellules. Et la raison pour laquelle on travaille avec l'oiseau, c'est parce que l'oiseau, et plus particulièrement un modèle qui a été mis au point il y a à peu près une cinquantaine d'années, le modèle des chimères caille-poulet, a été absolument fantastique pour décrypter la dynamique des voies de migration et des mouvements morphogénétiques associés à la morphogénèse crânio-faciale. Et vous en avez ici une illustration. Donc il suffit tout simplement, avec des talents quand même de microchirurgie et du goût pour ce genre d'expérience, de remplacer un territoire défini chez un embryon de poulet par son territoire homologue pris chez un embryon de caille. Pour les cellules de caille, nous disposons d'un anticorps qui s'appelle le QCPN et qui permet de visualiser très précisément ces cellules de caille dans leur environnement hétérospécifique. Et vous voyez ici le remplacement donc, du bourrelet neural diencéphalique au stade précoce. Et 24 heures après, les cellules issues de ce greffon qui ont essaimé et qui ont colonisé en fait toute la partie nasofrontale et que l'on arrive à suivre avec avec une très très bonne résolution, puisqu'on voit non seulement la migration en cohorte, mais également la migration beaucoup plus fine avec des événements individuels de colonisation dans le territoire rétrooculaire. La même chose sur des coupes. Donc vous voyez les cellules ici mises en évidence en marron correspondent au bourrelet neural qui a été remplacé. Quelques heures après, les cellules commencent à migrer. Elles sont encore dorsales, elles sont encore
pour partie neuroépithéliale, et 24 heures après, elles ne sont plus du tout dorsales, elles sont au contraire ventrales, et elles ont colonisé, en fait, ici, un arc branchial. D'accord ? Donc ce système a une capacité de résolution qui est absolument fantastique pour pouvoir très précisément tracer les voies de migration. Alors, suivre les voies de migration, c'est bien, mais ce qui est pas mal non plus, c'est de pouvoir jouer sur l'activité des gènes. Et en fait, on combine cette technique de greffe hétérospécifique avec un système d'électroporation qui permet de faire rentrer sélectivement dans les cellules de la crête neurale les séquences de gènes que l'on souhaite soit inhibées, dans ce cas-là c'est du RNAi, on fait du silencing, soit de compenser ces silencing par des gènes qui sont conduits par soit un promoteur puissant, soit par des séquences rétrovirales, et de compenser ainsi les pertes de fonction que l'on peut générer. Donc on peut très très facilement en fait induire des pertes de fonction et tenter de restaurer, de sauver les phénotypes par des gènes identifiés probablement situés en aval dans le réseau génétique étudié. Et l'idée que je voulais faire passer à ce stade, c'est que ce système d'électroporation est quand même très très séduisant et très versatile, puisqu'on arrive aisément à manipuler jusqu'à 4 gènes simultanément. D'accord ? On peut bloquer le gène A, le gène B, le gène C, et restaurer l'ensemble de ces pertes de fonction en additionnant un vecteur qui va produire le gène D qui récupère en fait la morphogénèse perturbée par l'ensemble des 3 précédents acteurs moléculaires. Donc ici, vous avez juste une illustration avec une construction qui va conduire donc la production de la GFP et suivre également non seulement le devenir de ces cellules qui ont été transfectées, et de montrer en fait qu'avec cette technique, on a quand même un fantastique outil pour décrypter le crosstalk, le dialogue entre nos cellules mésenchymateuses et les cellules ectodermiques ou endodermiques ou neuroectodermiques adjacentes, puisque vous voyez que seules nos cellules mésenchymateuses ont été transfectées, ont pris le marqueur fluorescent. Alors, en ayant ces 2 outils, donc les greffes plus la transfection localisée, donc tissu et stade spécifique, on peut aisément donc interroger les séquences de la morphogénèse crânio-faciale. Et donc, c'est juste pour vous montrer ici qu'on peut parfaitement cartographier les différents niveaux de la crête neurale le long de l'axe antéro-postérieur, suivre leur migration aux étapes précoces de la morphogénèse, et puis à des étapes beaucoup plus tardives, alors que même la phase supérieure et inférieure s'organisent, jusqu'à des stades ultimes de différenciation squelettique. Et ici, c'est juste pour souligner toute l'importance que peut avoir la crête neurale pour la morphogénèse crânio-faciale, puisque vous avez en rouge toutes les structures squelettiques qui dérivent de leur différenciation, alors que plus caudalement, ces dérivés sont issus du mésoderme. Alors, très brièvement, en introduction, il a été dit que je travaillais à l'Institut des neurosciences et on a un intérêt, bien sûr, dans l'équipe tout particulier pour le rôle de la crête neurale vis-à-vis du développement du cerveau. Et je voulais juste souligner ici le fait que la crête neurale, non seulement va former, bien sûr, les structures squelettiques, donc ça fois la voûte crânienne, les mâchoires, également les structures hyoïdes à la face ventrale du cou. Elle va également donner le tendon, le tissu conjonctif des muscles. Et elle va accompagner en fait, le développement cérébral et le développement des organes des sens en formant la paroi vasculaire des faisceaux, non seulement les grandes artères, mais également tout le réseau capillaire très très fin qui va irriguer la face et les structures cérébrales et sensorielles, ainsi que les méninges. Alors, ce qui est tout à fait fascinant d'un point de vue développemental, c'est qu'en fait, l'ensemble de ces structures qui vont accompagner la partie cérébro-sensorielle se développent rostralement à un point crucial du développement qui est en fait la zone de l'adénohypophyse. Donc, rostralement à l'adénohypophyse, vous avez le règne de la crête neurale qui va former toutes ces structures, à la fois vasculaires, squelettiques, mésenchymateuses. Et alors qu'en dessous, vous avez ces mêmes dérivés sont formés par le mésoderme. D'accord ? Et donc, c'est une sorte de frontière développementale, mais aussi évolutive, qui est absolument importante à garder à l'esprit pour comprendre les processus malformatifs. Alors, juste un petit mot qui ne va peut-être pas vous passionner, mais pour nous, scientifiques, c'est vraiment important, c'est que la crête neurale, en fait, est très récemment apparue au cours de l'évolution, puisque c'est vraiment un trait particulier de nous, vertébrés, et que, en fait, il est fascinant de voir que l'encéphalisation, c'est-à-dire le développement de toutes les structures céphaliques, va, au cours de l'ontogénèse, mais également au cours de l'évolution, suivre le déploiement des cellules de la crête neurale. Donc, en haut, vous avez juste un animal qui est un cordé,
C'est un Amphioxus, c'est un animal qui va avoir à peu près le même plan d'organisation que nous, avec une autocorde, avec un intestin, et ainsi de suite. Mais cet animal va être dépourvu de crête neurale. Et il se trouve que cet animal a en fait un système nerveux et un système sensoriel extrêmement rudimentaire. Et vous voyez que la notochorde s'étend quasiment tout le long de l'animal. Le cas des vertébrés est assez différent. On a une crête neurale et on se rend compte qu'en fait, à mesure que les cellules de la crête neurale vont se déployer au cours de l'ontogénèse, vont migrer, eh bien, de façon concomitante, on va assister à une expansion fantastique des structures céphaliques. Et c'est précisément tout l'intérêt de nos recherches, c'est essayer de comprendre comment la crête neurale peut en fait faire pousser le cerveau, faire pousser les organes des sens, avec, bien sûr, en filigrane, en miroir, tous les déficits qui peuvent être engendrés par des déficits de la crête neurale sur la croissance cérébrale et sensorielle. Alors, les mécanismes de la dynamique, en fait, s'opèrent par des processus de dorsalisation. Hein. Donc, ce qui est important, c'est véritablement la croissance différentielle entre la partie dorsale de l'embryon et la partie ventrale. Donc, il y a une sorte de rotation qui s'opère entre la zone stomodéale, la zone de la bouche primitive, et la croissance des structures céphaliques autour. Alors, je vous rappelle un papier qui est absolument majeur dans notre façon de concevoir les relations multisystémiques des malformations, à savoir que la face... oui, c'est ça, la face prédit le cerveau et non l'inverse. Et en fait, on peut facilement démontrer la véracité de ce concept, tout simplement en pratiquant l'ablation de la crête neurale. Donc ça, c'est assez facile à faire avec des outils microchirurgicaux. On utilise simplement des scalpels en verre et on arrive à faire ça très facilement. Et ce qui est assez fascinant, c'est que lorsqu'on retire la crête neurale, on va bien sûr perdre l'ensemble des dérivés dont je viens de vous parler. Mais on va également générer des déficits majeurs. Et ces embryons, ce qui n'était pas a priori attendu, c'est que les embryons qui se développent sans crête neurale sont tous anencéphaliques. C'est-à-dire que l'absence de crête neurale va empêcher la fermeture de la plaque neurale et la croissance des structures cérébrales. Et vous avez en fait ici, sur le diagramme à droite, une représentation avec les pointillés de ce qui a été perdu. Seul subsiste du cerveau en absence de crête neurale que du cerveau ventral. D'accord ? Donc toute la partie dorsale a été complètement annihilée par l'absence de crête neurale. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, on peut faire des marquages pour essayer de mettre en évidence les zones qui vont subir un remodelage par mort cellulaire. Et vous en avez ici une illustration. Donc, tous les sites qui sont très fortement fluorescents rouges correspondent à des zones où il y a du remodelage par mort cellulaire. Et on se rend compte qu'en absence de crête neurale, les embryons sont anencéphaliques, mais tout le territoire cérébral est en train de mourir. Tous les organes des sens sont en train également de mourir. Vous voyez de face, les plaques olfactives sont marquées par ce marqueur justement d'apoptose. La rétine, le cristallin, et également la plaque otique. D'accord ? Donc les organes sensoriels et le cerveau, étroitement dépendants de la présence de la crête neurale. Alors on avait cherché à comprendre comment pouvait justement s'opérer ce dialogue et quels étaient les médiateurs de ce rôle trophique de la crête neurale vis-à-vis des structures cérébrales. Et on avait en fait criblé un certain nombre de facteurs. Alors on ne fait pas la génétique, on fait simplement, on essaie de poser des hypothèses, des scénarios développementaux et on fait des hybridations et on fait des expériences. Donc c'est un peu... on prend les choses par vraiment à la paillasse. Et en fait, on est tombé sur un facteur qui nous a assez séduit dès le départ, puisqu'il s'agit en fait de FGF8. Donc on a eu dans le magnifique topo précédent une illustration de ce que FGF pouvait faire en pathologie. Et là, vous avez en fait une illustration de ce que fait FGF8 très très tôt au cours du développement. Et vous avez en fait en rouge les sites d'expression au moment où justement s'organisent les structures céphaliques. Donc FGF8, il est exprimé dans 3 grands compartiments. Il est exprimé dans la partie très antérieure du cerveau, ce qu'on appelle l'antérieur neural ridge, hein, cette espèce de bordure rouge que vous voyez rostralement. Il est exprimé également au niveau du cerveau moyen, donc c'est la partie que vous voyez à droite, donc au niveau de l'isthme, donc c'est un centre organisateur cérébral très très important. Et autrement, de façon tout à fait aussi séduisante, vous avez une expression importante de FGF8 au niveau des ectodermes des arcs branchiaux. Et vous voyez que lorsque l'on retire la crête neurale, eh bien sûr, on ne va plus avoir ces cellules mésenchymateuses et que l'absence de ces cellules mésenchymateuses coïncide avec une perte quasi complète de l'expression des FGF8, à la fois dans les centres organisateurs cérébraux, mais également dans l'ectoderme des arcs branchiaux. Ce qui coïncide avec l'absence des structures faciales
et l'absence des structures cérébrales. Alors, grâce à notre modèle, on peut... Alors, bien sûr, c'était la raison pour laquelle FGF8 nous semblait séduisant pour essayer d'expliquer ces déficits concomitants des structures cérébrales et des structures faciales. C'est tout simplement qu'il y a des données de la clinique qui plaident en faveur de ça. Bien sûr, l'autocéphalie avec une absence de la mâchoire des structures du premier arc, qui était très évocatrice de ce qu'on obtient, par exemple, avec la mutation spécifique de FGF8 ciblée dans l'ectoderme, là encore, du premier arc branchial. Et vous avez ici le phénotype de la souris, avec une souris complètement agnate, qui va en fait dans le même sens que la malformation précédée. Et également, l'autre élément à prendre en considération, c'est bien sûr les craniosténoses syndromiques qui mobilisent en fait des mutations sur les récepteurs OFGF. Alors, avec notre modèle, on peut facilement prédire si oui ou non un facteur va avoir un rôle justement pour la morphogénèse. Et là, vous avez en fait une série d'expériences qui avaient été faites justement pour voir si FGF était ou non signifiant dans notre postulat expérimental. Et vous voyez, en situation 1, vous avez la morphogénèse d'un embryon normal. En deuxième situation, on a un embryon chez lequel on n'a absolument aucune structure faciale et une structure cérébrale extrêmement dégradée, un embryon anencéphalique. Et vous voyez que chez cet embryon qui normalement doit être anencéphalique, doit rester anencéphalique, il suffit d'implanter des petites billes imprégnées d'une molécule FGF8, des billes qui font à peu près 50 microns, c'est vraiment des choses précises, et de les implanter au niveau du site présomptif où FGF devrait être exprimé pour restaurer la face, restaurer la migration des cellules de la crête neurale. Alors, quand on voit ça, on peut se dire, mais comment se fait-il que peut-être que FGF8 est suffisant pour pouvoir restaurer les structures cérébrales et les structures faciales? Et du coup, on peut continuer le raisonnement en étendant un petit peu plus bas l'ablation et donc retirer le site potentiel de cellules qui vont participer à la régénération, maintenir la présence des cellules, des billes de FGF8 et se rendre compte qu'en étendant l'ablation un petit peu plus bas, c'est-à-dire en retirant le site potentiel de cellules souches qui pourront répondre à FGF8, eh bien, on se retrouve à ce moment-là à nouveau avec une anencéphalie et une absence de structure faciale. Ce qui prouve bien que ce qui est essentiel ici, ce n'est pas FGF8 tout seul, mais le crosstalk entre la présence de FGF8 et la présence des cellules de la crête neurale. Alors, à travers ce système-là, on avait pu très schématiquement ici représenter, cribler l'ensemble des gènes qui, dans le cerveau, sont sous la dépendance de cellules de la crête neurale. Donc, vous avez en jaune les cellules qui vont migrer, qui vont en fait surfer sur les structures céphaliques. Et à mesure qu'elles vont migrer sur les structures céphaliques, elles vont tempérer, elles vont réguler donc des gènes essentiels. FGF8, j'en ai parlé, dans l'ANR et dans l'organisateur de l'isthme, mais également l'ensemble des gènes WNT, WNT1, WNT3, WNT8B, qui sont exprimés de façon cruciale le long de la ligne dorsale du cerveau. Donc, ce qui rend compte en fait du rôle dorsalisant de la crête neurale sur le cerveau, c'est précisément la stimulation des signalisations WNT le long de la ligne dorsale du cerveau. Et en cible secondaire, en fait, de ces voies de signalisation, en cible secondaire, eh bien, en fait, vous avez tous les gènes qui sont considérés actuellement comme des brain specifiers, c'est-à-dire vraiment des gènes qui vont spécifier le cerveau. Alors, je vous en ai listé ici que quelques-uns, mais c'est assez intéressant de faire la liste complète des gènes qui sont sous la dépendance indirecte de la crête neurale, parce que ce sont des gènes qui sont connus en pathologie humaine pour être souvent responsables soit de retard mental, soit de déficit cognitif, soit de défaut d'interaction sociale à la naissance. Et c'est précisément l'intérêt de nos recherches, d'essayer de comprendre comment la crête neurale peut rendre compte justement de ces déficits cognitifs et des modifications de l'altération du comportement social à la naissance. Alors je vais revenir maintenant sur des aspects plus crânio-faciaux et donc reprendre en fait ce phénotype extrêmement sévère où on voit que l'ensemble de la sphère crânio-faciale meurt du fait de l'absence de la crête neurale. On avait donc cherché à comprendre quelles étaient les modifications moléculaires consécutives à cette perte de crête neurale et on avait réalisé en fait une analyse du transcriptome sur ces deux situations, soit des embryons contrôle, soit des embryons ayant subi l'ablation. On a listé l'ensemble des signalisations. Donc, on trouve une augmentation, par exemple, de la signalisation sonique, des BMP, des WNT non canoniques, et par contre, une diminution des WNT canoniques.
Et en ségrégeant en fait l'ensemble des gènes qui sont up and down, comme on a l'habitude de le dire, alors bien sûr l'ensemble des gènes qui sont associés à la différenciation de la crête neurale se trouvent diminués du fait de l'ablation de la crête neurale, donc ce qui est assez confortant par rapport à l'hypothèse de départ. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est de suivre quels sont les gènes qui sont augmentés. Et en fait, l'ensemble des gènes qui sont augmentés sont des gènes que nous avons intitulés comme étant des gènes orofaciaux, oropharyngés ou appartenant à la plaque précordale. Ce qui veut bien dire que toute la partie ventrale en fait, de la face, va être en fait libérée du fait de l'absence de la crête neurale. Alors c'est des gènes qui en fait vont avoir un effet très délétère sur le développement céphalique, puisqu'il faut garder à l'esprit le fait que ici vous avez une représentation très schématique du sandwich développemental qui s'opère entre la crête neurale dorsalement et la plaque précordale ventralement. Et on se rend compte que pris entre ces deux influences, on a les cellules de la crête neurale qui vont migrer dorsolatéralement et la plaque précordale qui va signaliser donc ventralement. Alors comment s'opère la régulation d'expression de FGF8 par les cellules de la crête neurale? Et donc on a cherché à comprendre quelles étaient les modifications premières qui peuvent rendre compte de la perte de fonction de FGF8 dans ces embryons. Et on s'est intéressé bien sûr plus particulièrement au gène BMP. On s'est rendu compte qu'en absence de crête, on a une augmentation colossale de l'expression de BMP4 au niveau du tube neural, et de façon peut-être encore plus significative, une augmentation de BMP7 au niveau de la plaque précordale. Donc plaque précordale, ventrale. Et on a voulu comprendre quelle était la signification de justement l'augmentation de cette signalisation BMP7 au niveau de la plaque précordale. Et pour ça, on a tout simplement réalisé des injections de BMP7 dans la plaque précordale sans toucher à la crête neurale. Très rapidement, dans les 24 heures qui suivent, on se rend compte que l'excès de BMP7, dont l'excès d'une signalisation de la plaque précordale, va conduire en fait à une inhibition de l'encéphalisation. Vous voyez qu'au lieu d'avoir un cerveau qui se développe normalement comme chez le contrôle, on a en fait juste un tube neural. Au lieu d'avoir un cerveau, on a juste l'équivalent d'une moelle épinière. On n'a pas du tout de croissance dorsale des structures céphaliques. On a juste quelque chose d'extrêmement rudimentaire. Et si on laisse ces embryons vivre assez longtemps, on se rend compte que l'excès de plaque précordale va conduire tout simplement à un phénotype de cyclopie. Alors la cyclopie est assez fascinante, bien sûr, on retient essentiellement le fait qu'il y a une fusion des champs optiques primitifs, mais ça ne se résume pas qu'à cela. En fait, la cyclopie, c'est aussi un déficit, et surtout un déficit des structures cérébrales antérieures. Et ce déficit de structure cérébrale antérieure, comme le montre ici par exemple le cliché en microscopie électronique, s'accompagne également de déficits crânio-faciaux. Ce qui est frappant ici, c'est que vous avez un éclaircissement du squelette visualisé avec la coloration bleu alcyan, et vous vous rendez compte qu'en fait la face inférieure n'est absolument pas perturbée. Par contre, ce qui est complètement ruiné, c'est la face supérieure, et comme le montre ici également la tomographie au micro-CT. Donc, la répression de la signalisation BMP est absolument essentielle pour avoir une face et un cerveau normal. Et donc, on avait pu élucider en fait quels étaient les premiers acteurs essentiels produits par la crête neurale pour générer une face et un cerveau normaux. Et en fait, ces acteurs, c'est tout simplement deux molécules BMP antagonistes qu'on appelle gremlin et noggin. Et dans une situation expérimentale où on réduit complètement, où on inhibe l'expression de gremlin et noggin dans la crête neurale, on obtient des embryons qui sont microcéphales, mais qui sont également microphthalmes, comme vous le voyez à gauche, alors que lorsqu'on va stimuler de façon artificielle l'activité de gremlin et noggin dans les cellules de la crête neurale, on va obtenir à ce moment-là des cerveaux macrocéphales, c'est-à-dire des cerveaux qui sont beaucoup plus développés que la normale, et on obtient également des embryons qui sont macrophthalmes. Et là, vous avez juste une illustration en comparaison de la dimension normale de cerveau chez les embryons. La croissance en taille du cerveau stimulé par la cellule de la crête neurale grâce à gremlin et noggin, et on gagne quasiment 30% de croissance cérébrale. Alors pour vous montrer un petit peu quelle est la conséquence en fait de ces modifications
de signalisation entre FGF et BMP, et bien lorsqu'on inhibe sélectivement le FGF au niveau de la partie antérieure nasofrontale, et bien on va se retrouver avec des cerveaux qui vont être bien sûr tronqués. Donc là, vous en avez la manifestation avec un télencéphale qui est extrêmement réduit. On perd le bulbe olfactif lorsqu'on inhibe FGF8. Et la conséquence faciale du fait d'une réduction du télencéphale, eh bien c'est une réduction de la face supérieure. Et vous voyez qu'en fait, on a une malocclusion qui est le produit d'un déficit initialement cérébral. Tout simplement parce que le cerveau, précocement, porte la face supérieure. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire accroître la signalisation FGF de façon, là encore artificielle, en utilisant des vecteurs rétroviraux. Et vous voyez que la quantité de FGF8 avec Noggin est considérablement accrue au niveau antérieur. On obtient à ce moment-là des cerveaux qui sont considérablement plus gros, et ici en vue ventrale, et que les conséquences faciales eh bien, sont précisément inverses, c'est-à-dire une malocclusion, mais qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire que la face supérieure se développe de façon considérable par rapport à ce que l'on peut attendre normalement. Donc ici, juste un très très bref résumé de ce que l'on peut retenir en fait du rôle morphogénétique de la crête neurale, avec grosso modo deux entités. Une entité qui est plutôt sur le squelette facial et qui implique des régulations via l'ectoderme par FGF8 et l'endoderme. Alors j'ai pas eu le temps d'en parler, mais qui va plutôt produire du sonic edge-up. Donc c'est vraiment la synergie de ces deux signalisations qui vont aboutir à la morphogénèse du squelette facial. Et puis parallèlement, un rôle qui est plutôt pro-cérébral et qui vise à en fait réduire, à limiter autant que possible la signalisation BMP de façon à promouvoir FGF et Wnt et permettre la croissance non seulement des neuroépithéliums cérébrales mais également de l'ensemble des structures sensorielles. Et je vais arrêter là et je voudrais surtout remercier bien sûr mon équipe et en particulier les agences de financement et notamment la FRM qui nous soutient de façon fantastique sur notre projet actuel. Donc voilà. Merci à tous. Un très très grand merci pour ce topo extrêmement clair. Beaucoup d'informations. On n'a pas de questions. Je pense qu'il y a un côté fondamental qui est plus difficile pour certaines personnes à attraper, bien que c'était très 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 clair. On voit l'apport majeur des modèles animaux. Et on voit aussi l'intérêt de pouvoir travailler ensemble, j'allais dire, parce que vous avez fait référence au topo du docteur Collet, et je pense que l'inverse est vrai. Clairement, il y a eu des cibles présentées dans le topo de Mme Collet qui sont très évocateurs de ce qu'on fait en ce moment. Et c'est vraiment, je pense, toute la richesse d'une filière qui puisse s'inscrire dans la durée, dans le temps, de promouvoir des collaborations et des échanges d'idées. Donc, c'est moi qui vous remercie vraiment.